Nous sommes le mercredi 8 avril. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur, au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin, content de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va faire le point, évidemment, sur les dernières heures, sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Vous avez vu et on a tous suivi hier, tout au long de la journée, cet ultimatum lancé par Donald Trump, ces menaces inquiétantes lancées plus tôt dans la journée d'hier. Et finalement, avant l'heure prévue, les États-Unis, l'Iran ont annoncé qu'il y avait un accord, une trêve de 2 semaines, donc dans les bombardements de part et d'autre, réouverture du détroit d'Ormuz, de quelle façon ça va se passer dans les prochaines heures, est-ce que tout ça va tenir? Jean-Philippe Robillard va nous donner les derniers développements, mais vous savez qu'Israël ne s'est pas engagé à mettre sur pause des attaques vers le Liban. D'ailleurs, ce matin, l'armée israélienne appelle à évacuer plusieurs quartiers du sud de Beyrouth, donc une situation que l'on va continuer de suivre aujourd'hui et qui est en évolution. L'équipe est avec moi autour de la table. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Julie-Jasmine, au bloc culturel. Tout à l'heure, on va se parler de Kanye West, un rappeur bien connu, pas américain. toujours pour les bonnes raisons, Exact. rappeur américain. D'ailleurs, il se voit être interdit d'entrée en Angleterre. Oui, c'est ça. Puis il devait se produire dans un très, très grand festival de rap, de hip-hop en juillet prochain, pardonnez-moi. Mais Oui. la semaine dernière, la programmation avait été annoncée. Ça a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux, notamment britanniques, mais ça a dépassé les frontières. Alors, je vais refaire le fil de l'histoire avec vous tout à l'heure. On y revient un peu plus tard. Le temps de parler météo avec Véronique Méran. C'est froid. Mathieu a eu froid ce matin. Oh, mais moi aussi. Ah oui. Si Mais vous vous avez sortez, raison. vous allez avoir froid, vous autres aussi. Là. Je pense Oui. pas que c'est juste moi le problème. Non. Le problème étant les températures en général. Oui. On devrait être autour de -1 à Montréal pour cette heure-ci, à cette période-ci de l'année. -7, -8 à bien des endroits, -4 au centre-ville. Ça varie là, entre -4 et -12 sur les régions plus au sud. Il y a du -20 dans le secteur de Saguenay, sur la Côte-Nord. Fait pas chaud dans le nord de l'Ontario non plus. Alors là, on peut mettre ça de côté. Là. On avance dans la bonne direction. On l'avait dit à partir d'aujourd'hui, on maintient le cap, donc des conditions qui seront agréables. Plus de soleil d'abord, donc un ciel qui s'est dégagé. On a vu le bout de lune en s'en venant. C'était de bon augure. Donc Montréal, l'Estrie, Laurentides, la Naudière, secteur de Québec, l'Outaouais. Allons-y avec 4 à 7 degrés aujourd'hui. Soleil généreux. Ça va faire du bien. C'est presque la normale. Donc on y va avec des températures plus saisonnières. On sera légèrement sous zéro la nuit prochaine, -1. Ça, c'est normal pour Montréal. -4, -6 vers l'Estrie, Laurentides, Québec, -8. Demain, il fera beau aussi, surtout le matin. Ça va devenir plus variable en après-midi. Avec les vents du sud, demain, les températures vont grimper davantage. On parle d'11 à 14 degrés, peut-être la quinzaine par endroit. L'ennuagement va se faire en après-midi, fin de journée, et on anticipe des averses dans la nuit de jeudi à vendredi. Et là, on est parti avec des températures plus saisonnières, plus agréables. C'est pas dit qu'il n'y aura pas encore des fluctuations dans les prochaines semaines parce qu'on est vraiment à la limite de contraste de masse d'air. Donc, vous voyez, on a un 14 jeudi. On sera plus près de 7 à 9 degrés vendredi au cours de la fin de semaine aussi. Mais quand même, il y a une belle tendance printanière qui se dessine et ça, on va en profiter. Ciel variable vers l'Abitibi, plus nuageux cet après-midi, autour de 3 degrés. On passe à -10 ce matin. On parlait de -20, c'est le cas dans le secteur du Saguenay. On atteindra quand même 4 cet après-midi. Donc là aussi, une tendance à la hausse. Ciel variable dans l'ensemble, alternance soleil-nuage pour tout l'est du Québec, des températures de 1 à 4 degrés. Territoire ontarien, on a encore un mélange de neige grésil sur la portion nord. Ça pourrait laisser des traces, 5 à 10 cm à Thunder Bay. Des averses de neige cet après-midi à Sudbury, pas plus que 0,2 degrés. Beau temps cependant pour les secteurs sud, Toronto, Windsor, Ottawa, c'est du 6 à 10 degrés avec un soleil un petit peu plus généreux. Beau temps Vancouver également, autour de 13. Edmonton et Calgary, 5-6 degrés sous un ciel variable. Ça reste assez hivernal sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. La neige va s'estomper graduellement, mais c'est encore venteux. 1-2 degrés aujourd'hui, ce sera plus doux avec un peu plus de soleil, là aussi, à partir de demain. Bon, alors, on mise tout sur demain. Lentement, mais sûrement, nous y arriverons. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Merci. Lane Hudson qui reprend. Hudson s'avance. Hudson. Lane Hudson, donc, c'est pas Cole Caulfield, pas de 50e encore pour Cole Caulfield. Hier, ceci dit, le Canadien a finalement, Olivier, réussi à battre les Panthers.
de la Floride. Ah, pas été facile. Les Panthers de la Floride qui sont double champions en titre de la Coupe Stanley. OK, ça va quand même pas très bien. Ça va très mal. Oui, c'est ça. En fait, ils ont perdu leur capitaine dès le début de la saison. Les blessures ont plombé la saison des Panthers qui sont en fond de classement dans l'Est, qui se sont présentés avec un club dépouillé, justement, de leurs meilleurs éléments. Plusieurs sont blessés depuis la pause olympique, certains depuis plus longtemps que ça. Et le Canadien a tout fait hier pour tenter de se sortir d'un match qu'on peut qualifier de match piège contre une équipe que le Canadien pensait probablement gagner un match facile, une victoire facile, et pourtant, ça a été à l'arraché. Il aura fallu, donc l'extrait que vous avez entendu, c'est ce but marqué par Nick Suzuki en fin de troisième période, grâce à cette manœuvre exceptionnelle, il faut le dire, de Lane Hutson, cette percée au centre des joueurs des Panthers de la Floride pour aller sortir le gardien de son filet, puis remettre ça devant le filet à Nick Suzuki qui avait une cage béante pour marquer ce troisième but, ce but égalisateur à 3-3. Et on a eu besoin de tirs de barrage, imaginez, pour aller remporter ce match contre les Panthers de la Floride. Et même Martin Saint-Louis, hier, a reconnu que ces 2 points-là ont été en quelque sorte volés par le Canadien dans ce match face aux Panthers. Un peu inquiétant en fin de saison quand le Canadien sort d'une bonne séquence de victoires, se présente contre un adversaire qui est dans les câbles et qui n'est pas capable de le mettre en échec facilement et surtout de connaître un autre mauvais début de match. Je vous laisse écouter Martin Saint-Louis. On aurait pu le voir tout sourire après une victoire et là, c'était complètement le contraire. Déçu quand même de l'effort de son équipe, on l'écoute. Non, on est sur les 2 derniers matchs, on est flat. Puis j'espère que, tu sais, comme on trouve une manière à soi de gagner, tu sais, puis de rester dans le peloton, c'est ça. Tu sais, puis là, le prochain match, mais ça va peut-être nous aider à se sortir de cette séquence flat. Donc, je pense que le mot à retenir, c'est flat. Donc, amorphe. C'est ce que je pense aussi. Traduisons ça par amorphe. Le Canadien qui affrontera le Lightning de Tampa Bay demain au Centre Bell encore. On remet ça pour peut-être ce 50e but de Cole Caulfield. Et contre un adversaire contre qui le Canadien maintenant se bat pour le premier rang de la division Atlantique. On vous disait à quel point c'était chaud pour cette course au premier rang. Donc, présentement, le Lightning, les Sabres et le Canadien de Montréal ont 102 points. Les 3 vont tenter d'aller chercher ces points supplémentaires pour se hisser au sommet. Le Canadien est dans la course et ce sera un match beaucoup plus robuste, plus rapide probablement contre le Lightning. Donc pour Cole Caulfield, peut-être qu'on oubliera un peu ce stress du 50e but et peut-être que ce sera plus facile de se mettre à la tâche dans cette rencontre demain. Puis je terminerai simplement en vous disant que les Sénateurs d'Ottawa ont vaincu justement le Lightning de Tampa Bay hier, victoire de 6-2. Et les Blue Jackets de Columbus, eux, ont vaincu les Red Wings de Détroit. Les 2 équipes tentent de s'inviter en séries éliminatoires cette saison. Donc pour l'instant, les 2 équipes repêchées, les Bruins de Boston à 96 points et les Sénateurs d'Ottawa à 92 points, ferment la marche pour ces séries éliminatoires. Très rapidement, une équipe qui n'est pas flatte, la victoire. La victoire hier, ils ont fait tout le contraire. Elles sont premières du classement. Elles affrontaient une équipe de fond de classement, un peu comme le Canadien, mais elles ont géré ça un peu mieux. Victoire de 4-1 contre le Torrent de Seattle. Donc, elles conservent le premier rang. Cette séquence de 14 matchs maintenant, avec au moins un point, se poursuit. Et là, ce ne sera pas de la tarte pour le prochain match parce que ce sera contre Boston, cette équipe qui se bat justement pour le premier rang avec la victoire. Donc, belle soirée quand même à la Place Belle, il faut le dire, pour la victoire de Montréal. Merci Olivier. Un plaisir. Bonne journée. À la une maintenant des différents quotidiens de ce matin, en commençant par le Journal de Montréal et le Journal de Québec. De magnifiques photos. Vous avez peut-être vu ces images, évidemment, qui nous proviennent de l'espace. La mission Artemis 2, des images à couper le souffle, nous dit le Journal de Montréal et nous présente des photos de ce spectacle qualifié d'époustouflant. Vous retrouvez ça dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. On apprend aussi que Québec veut créer une société avec CGI, cette compagnie informatique. Le gouvernement du Québec souhaite créer donc une société informatique avec CGI dans le but de réduire sa dépendance aux géants du web pour les projets coûteux, pour les prochains projets numériques. Le projet ambitieux pourrait par contre concentrer une part importante des contrats publics dans les mains d'un seul joueur. En tout cas, c'est une avenue qui est explorée sérieusement par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique depuis plus d'1 an pour doter le Québec de cette entité. Il y a quand même des craintes qui existent quant au risque que CGI se retrouve en position dominante, voire en quasi
quasi-monopole dans les projets informatiques du gouvernement. Le gouvernement du Québec serait actionnaire à 51 % de cette coentreprise, si vous voulez, tandis que CGI pourrait détenir jusqu'à 49 % des parts. C'est ce que prévoit le montage financier. On veut éviter des dérapages, par exemple, comme SACLIC, être en mesure de mieux contrôler les projets informatiques du gouvernement avec cette alliance avec CGI. Est-ce que ça va se faire? Mais en tout cas, c'est dans les cartons, nous dit le Journal de Montréal et le Journal de Québec de ce matin. En une du Devoir, après s'être assis avec Bernard Drinville, en table éditoriale pour une discussion, bien sûr, sur l'avenir de la coalition Avenir Québec dans cette course à la chefferie. C'est au tour de Christine Fréchette, donc, de donner une entrevue au Devoir. Fréchette se projette dans un avenir où elle est première ministre. Elle promet d'imposer sa marque à la tête du gouvernement québécois si les membres de la coalition Avenir Québec lui donnent le mandat, les clés du bureau du premier ministre, si vous voulez. Le vote, c'est en ce moment, ça a déjà commencé à la coalition Avenir Québec. La candidate à la succession de François Legault se dit d'ailleurs favorable à ce que plus de produits consommation courante soient exonérés de taxes, ainsi qu'à une baisse des frais d'immatriculation des véhicules afin de donner, dit-elle, une bouffée d'oxygène aux Québécois, devant composer évidemment avec la flambée des coûts du transport. Donc, le compte-rendu de cette entrevue, c'est à lire dans Le Devoir de ce matin. En une de la presse, on parle d'aînés vulnérables, des aînés sous pression dans des services d'aide à domicile. C'est des méthodes de recrutement d'une agence de placement de personnel pour les soins à domicile et pour aînés qui est sous la loupe de l'Autorité des marchés financiers, pas de l'Autorité des marchés financiers, pardon, l'Autorité des marchés publics, l'AMP. C'est un groupe de santé qui s'appelle IPA, dont les propriétaires travaillaient pour une agence soupçonnée d'avoir participé à un stratagème de collusion en 2023 qui mène une campagne de maraudage agressif dans la Naudière après avoir remporté un contrat, un appel d'offres. Essentiellement, l'entreprise a délogé l'autre entreprise de soins à domicile qui faisait affaire avec le centre de santé. Et là, certains employés témoignent du fait que l'entreprise appelle même des aînés qui reçoivent des services à la maison pour tenter de faire pression sur la personne qui offre les soins à domicile pour qu'elle change d'employeur pour que l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres soit en mesure de continuer à offrir les services. Des méthodes douteuses. C'est comme ça que plusieurs qualifient la façon de faire de cette entreprise, compte rendu de l'enquête de la presse en une du quotidien de ce matin. Je vous parle du Globe and Mail qui nous raconte entre autres que le plus haut responsable du commerce aux États-Unis affirme s'attendre à ce que les négociations sur l'accord de libre-échange nord-américain se prolongent au-delà du 1er juillet et aboutissent finalement à des ententes distinctes avec le Canada et le Mexique, construites sur la base de l'accord trilatéral existant. Les détails, donc, à ce sujet-là dans le Globe and Mail de ce matin. Puis je termine avec le site de Radio-Canada. Valérie Gamache fait le portrait de cette lutte serrée dans Terrebonne. C'est une des élections partielles au pays. Des machines qui s'affrontent, celle du Bloc québécois, celle du Parti libéral du Canada, qui aimerait bien conserver cette circonscription. Rappelez-vous qu'elle avait été remportée par une seule voix lors des dernières élections générales. Donc, portrait de la lutte dans cette circonscription par Valérie Gamache sur notre site Internet ce matin. Jean-Philippe Robillard est maintenant en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors on va faire le point sur effectivement ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui. Donald Trump, hier soir, qui a finalement repoussé son ultimatum de 2 semaines sur son réseau social. Il a annoncé un cessez-le-feu à condition que le détroit d'Ormuz soit rouvert, donc le temps de négocier pendant justement cette trêve. Oui, soupir de soulagement hier soir, mais ce matin également au Proche-Orient. Et ce sont, Mathieu, vraiment les efforts diplomatiques du premier ministre pakistanais, du Pakistan, qui est en bon terme avec les deux parties, qui ont permis de conclure cet accord. Mathieu, c'est survenu, ça a été annoncé 1h30 avant l'ultimatum de Donald Trump. Vous vous en souvenez, qui était à 20h, heure de l'Est. Ici, le gouvernement israélien, celui de Benjamin Netanyahou, qui a également accepté cette trêve. Donc, vous l'avez dit, c'est une trêve de 2 semaines, le temps de négocier un accord de paix sur la base d'un plan de proposition là, qui a été amené par le régime de Téhéran. Et pour justifier cette volte-face-là, cette volte-face, ce changement de ton, le président américain, donc Donald Trump, qui a écrit sur son réseau social, je vais le citer, que les objectifs militaires avaient été dépassés et que les discussions sur un accord définitif concernant une paix durable avec l'Iran
ainsi que la paix au Moyen-Orient étaient très avancées. Alors pour Donald Trump, Mathieu, c'est clairement une victoire. L'Iran également, le régime de Téhéran qui parle lui aussi de son côté d'une victoire. Et selon le président américain, le plan qui a été proposé par Téhéran, c'est une bonne base là, aux négociations qui s'en viennent. Là. Qu'est-ce qu'il comprend, ce plan, justement? Oui, c'est une proposition en 10 points, qui comprend notamment, vous allez voir, ça serait étonnant que Washington accepte ça, la reconnaissance du droit de l'Iran à l'enrichissement d'uranium, la levée de toutes les sanctions contre le régime de Téhéran, contre l'Iran, et le versement à l'Iran des indemnités nécessaires pour les dommages subis depuis le début de la guerre. Alors, c'est vraiment difficile de croire que ce sont des propositions que le gouvernement américain, que Washington pourrait accepter. Alors, ça soulève beaucoup de questions. Les négociations, Mathieu, elles doivent commencer vendredi, en personne, au Pakistan. On écoute le professeur titulaire au département des études de la défense au Collège des forces canadiennes, Pierre Pallavi. Il me semble que le président Trump a essayé de nous faire une démonstration de ce qu'il aime faire, c'est-à-dire une négociation au bord du gouffre, une réplique de la stratégie de l'homme fou, qui s'est inspiré en regardant le président Nixon pendant la guerre froide. Donc, vraiment jouer l'escalade rhétorique et mettre la barre très, très haut pour arracher un cessez-le-feu conditionnel. Mais j'ai l'impression que les Iraniens lui ont rendu l'appareil et lui ont retourné son arme contre lui. Alors donc, vendredi, les négociations qui devraient reprendre et elles devraient se dérouler en personne, alors que depuis le début, ça s'est toujours fait par pays interposé, là, via un autre pays. Dans ce cas-là, c'était le Pakistan. Et une des conséquences immédiates, on a vu le prix du pétrole chuter. Oui, il faudra voir si ça aura un impact éventuellement sur les prix à la pompe. Le prix du baril, immédiatement après l'annonce du cessez-le-feu, ça a reculé de 15 %, donc sous la barre des 100 $. Et les bourses asiatiques, là, quand ça a ouvert là, au cours de la nuit, ici, ça a grimpé, là, ça a monté. On va suivre ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Julie-Jasmine Boudreau est de retour en studio avec nous. Julie-Jasmine, on en parlait au début de l'émission, donc ce rappeur américain qui s'est vu interdit de séjour en Angleterre. Et là, ça va encore plus loin. Le festival a décidé d'annuler carrément le festival en tant que tel. L'événement n'aura pas lieu en juillet. On parle ici d'un très, très grand festival de musique hip-hop. C'est 50 000 personnes par jour sur 3 jours. C'est Kanye West, ou celui qu'on appelle Ye dorénavant, qui était là pour les 3 soirs. Et quand on en a fait l'annonce de sa présence, ça n'a pas passé. D'abord, parce qu'il a tenu des propos antisémites par le passé et avait exprimé son admiration pour Adolf Hitler. Donc, les commanditaires, certains d'entre eux, se sont retirés. C'est devenu aussi politique parce que le premier ministre Keir Starmer a dit qu'il n'aurait jamais dû être invité, que sa présence était même inquiétante. Je vous rappelle quand même qu'en janvier dernier, Kanye West s'était payé une pleine page dans le Wall Street Journal pour s'excuser, en fait. Il disait qu'il était qu'il était atteint d'un trouble bipolaire et qu'il était dans une phase maniaque. A même dit vouloir aller à la rencontre des communautés juives lorsqu'il sera à Londres durant ce festival-là. Et le festival, de son côté, Wireless, a dit, nous, on croit en la deuxième chance. Mais là, évidemment, hier, ce qu'on a appris, c'est que là, on n'accordait pas son visa d'entrée. Et finalement, un peu plus tard, durant la journée, le festival a dit, on annule tout. Finalement, le festival n'aura pas lieu. On peut pas, on pense bien, en fait, programmer. C'est des années, des mois de programmation d'avance. Donc, voilà. Et les détenteurs de billets seront remboursés, mais ça fait énormément jaser cette histoire durant les dernières heures. Parlons de Disney+, qui lance aujourd'hui la série Les Testaments. Ça, c'est adapté du roman de Margaret Atwood, publié en 2019. C'est un peu la suite de La Servante écarlate. Oui, on reprend, en fait, 15 ans après les faits de cette finale. Je ne sais pas si vous avez vu la finale de La Servante écarlate. C'était diffusé l'an dernier, la 6e saison. Et donc, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Agnès Mackenzie, je vous présente Daisy. Mettez-la aussi à l'aise que possible. Daisy, tu peux nous dire d'où tu viens? Du Canada. Nous sommes réunis ici ce soir pour ramener la femme à sa place légitime.
Alors, c'est très, très attendu. C'est ça, je disais 15 ans plus tard, c'est par le regard de ces jeunes femmes qui ont grandi dans le régime totalitaire patriarcal Gayhead. Alors, deux jeunes femmes, dont une qui est canadienne. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Pourquoi est-elle là? Alors, évidemment, il y aura cette espèce de rébellion. Et c'est très, très attendu, je le disais, parce que ça a été tourné notamment dans le Grand Toronto, mais aussi à Hamilton, à Ottawa. Et ce soir, Oshawa, pardonnez-moi. Et d'ailleurs, ce soir, il y a la grande première à Toronto avec les acteurs. On dit aussi que Margaret Atwood a été extrêmement impliquée dans le processus de création, elle qui a 86 ans. Et d'ailleurs, donc voilà, on ne sait pas si elle y sera ce soir, mais certainement, en tout cas, ça sort sur Disney. Et c'est très, très attendu aujourd'hui, la suite de La Servante écarlate. OK. Parlez-nous de Jeannette Bertrand qui annule sa présence au Salon du Livre de Québec. Oui, des ennuis de santé, affection pulmonaire. Donc, c'est ce qu'on a appris durant les dernières heures. Elle devait y être samedi et dimanche. Alors, âgée de 101 ans, mais on sait qu'en fait, on dit que son état s'améliore, mais elle n'y sera pas cette fin de semaine et le Salon du Livre commence aujourd'hui. Et en terminant, la programmation du 17e Festif de Baie-Saint-Paul a été annoncée hier. Oui, puis pour une deuxième année consécutive, la programmation est composée majoritairement de femmes, donc 53 % soit de projets féminins ou d'artistes féminins. Il y aura notamment Jean-François Posé, Marjo Loud et Lou-Adriane Cassidy en tête d'affiche. Et aussi, on parle d'un record d'artistes internationaux ou du reste du Canada, donc à peu près 30 %, c'est 5 % de plus de l'an prochain. Et d'ailleurs, la prévente locale commence jeudi, c'est-à-dire si vous êtes de Charlevoix, vous pouvez vous procurer vos billets demain. Et pour les gens de l'extérieur, c'est vendredi. Toujours un festival très couru. On va se laisser avec Lou-Adriane Cassidy, justement. Merci, Julie Jasmine. Ça fait plaisir. Bonne journée. Lou-Adriane Cassidy, donc, qui sera du festif de Baie-Saint-Paul. Marie-Michel Borduas est en studio avec nous. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Air Canada, c'est ce qu'on va surveiller, entre autres, aujourd'hui, bien sûr, dans l'actualité. Air Canada qui va tester un nouveau mécanisme pour les plaintes. Oui, c'est un projet pilote là, qui est lancé pour résoudre, en fait, les plaintes plus rapidement. Ça arrive dans un contexte où l'Office des transports du Canada a accumulé un arriéré de plus de 95 000 plaintes contre les compagnies aériennes et où cette attente-là peut durer 2 à 3 ans. Le nouveau mécanisme d'arbitrage financé par Air Canada promet donc une résolution en 90 jours ou moins. Et la compagnie a invité de façon aléatoire 500 clients qui avaient porté plainte à tester ce nouveau mécanisme d'arbitrage privé. C'est un dossier de Philippe de Montigny. Et puis, il sera aussi question de cette crise des pistaches contaminées. On a beaucoup parlé de ça dans les derniers mois. Oui, parce que c'est un des plus importants rappels alimentaires de l'histoire du pays. Des pistaches contaminées à la bactérie salmonelle qui ont rendu des personnes malades depuis plus d'1 an. Et l'émission L'Épicerie a pu parler au premier importateur touché par le rappel qui, lui, sans le savoir, a vendu des tonnes de pistaches contaminées partout au pays. C'est un reportage de Caroline Lacroix à entendre, notamment dans nos radiojournaux ce matin. Il y aura un appel entre Mark Carney et Jeremy Hansen? Oui, ça va se faire ce soir. Lui qui, avec ses collègues astronautes, effectue son voyage de retour vers la Terre. La discussion téléphonique va être diffusée par l'Agence spatiale canadienne. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Ici Première, sur l'application audio. On est également à RDI, donc de 5h30 à 6h, juste avant nos collègues de Première Ligne. Si vous voulez nous écrire à la une @radio-canada.ca. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.